Bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Jean-François Sénéchal, semaine 11 maintenant. Comment allez-vous? Bienvenue à votre cours. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril et il fait beau, mais on ne se découvre pas d'un fil. C'était drôle. Arruda, dans ses conférences de presse, il disait ça aussi en anglais. Là. Ben, sauf qu'il disait en français. En tout cas, vous écouterez l'extrait. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café. Ça achève ces cafés-là ensemble. Ça va me manquer cet été. Chaque semaine, nous avons pris l'habitude de se rencontrer. On prend un café, mais on regarde un petit peu le module. Qu'est-ce qui se passe? J'en explique Je vous donne la matière à grands traits pour vous permettre de peut-être sauter dans la matière avec plus de détails. C'est un premier parcours, je dirais, dans chaque module. Aujourd'hui, je suis accompagné à distance parce que vous savez qui et vous savez quoi. Donc, Valérie est avec nous. Bonjour, Valérie. Bonjour, Jean-François. Oui, la zone noire, hein? C'est ça? Qui fait que je suis à distance. C'est comme ça rouge foncé, bientôt noir à Québec. Ça va très bien, la ville de Québec. Ça va très bien. Ça achève. On lâche pas, là. C'est sûr que ça fait mal encore, là, mais ça achève. Et Valérie et son petit garçon à la maison parce que zone rouge foncé noir, ça oblige. Comment ça se passe? La console est-elle capable de refroidir de temps en temps? Ou... Oui, ma patience avec. Non, il faut vraiment... C'est le nerf de la guerre, le jeu de console, pendant le confinement comme ça. Donc voilà, j'aime bien voir le sourire à tous que je sens. Ouais. Sinon, ça va bien. Par contre, pendant que j'ai un petit message ici, puis qu'on fait toujours des blagues sur mon horaire pour vérifier les TP, ne vous surprenez pas si dans la prochaine semaine, je vous dis que je passe ce soir, puis que quand vous allez vous coucher à une heure raisonnable, vous voyez que je suis toujours pas passée. Ça se peut que je travaille plus de nuit considérant la situation. Voilà. Notre oiseau de nuit, t'as toujours été un peu comme ça, donc imaginez lorsqu'elle n'a plus de temps du tout. Donc c'est sûr que c'est là que ça se passe. Merci de le faire aussi bien. Ça s'en vient, les TP2. Là. Oui. D'ailleurs, tiens, on va commencer par nos rappels usuels, parce qu'il y a 2 évaluations qui s'en viennent. TP2 dans 4 jours. 4 jours. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui ont déjà commencé à déposer leur TP2. Donc, si pour vous n'avez pas encore commencé, là, il y en a qui ont déposé. Donc, en fait, ce serait le bon moment. C'est pas. C'est le 11 ou c'est le 10? Sinon, c'est 5 jours, non? C'est le 11, oui, tu as raison. Ouais, j'ai jusqu'au 11 avril. Il reste 4 jours, 11 heures, 23 minutes et 40 secondes. Donc, sachez-le. Ah, c'est ça. C'est pour... Mais quand même, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, voilà, c'est ce qui vous reste. Là. C'est pas grand-chose, autrement dit. Puis Valérie, c'est une moins bonne nouvelle pour toi parce que la correction, là, ça s'en vient à grands pas. Deuxième rappel, l'examen final, le 25 points. Rappelez-vous, le 20 avril, ce sera de 12h30 à 15h30. C'est dans 14 jours, donc 2 dimanches, 2 samedis. Et je vais vous donner toute l'information concernant cette évaluation-là la semaine prochaine. Donc, dernière rencontre numéro 13, ce sera le 13 avril aussi. Donc, il y aura un caout récapitulatif. Donc, soyez-y, plusieurs choses importantes qui seront abordées et on conclura ce cours, donc le 13 avril, même heure, même poste, c'est la semaine prochaine. Cette semaine, module 12, dernier module, vous avez réussi. Dernier module. Et dans ce module, c'est une critique en règle du système professionnel. Donc, une critique mais juste et honnête. On va essayer de le faire de cette façon-là. Donc, essayer de faire la part des choses. Nous allons explorer et résumer
les arguments les plus convaincants, peut-être, pour défendre le système professionnel et les critiques constructives les plus solides, je dirais, là, pour vous permettre d'améliorer les quelques failles que nous avons peut-être constatées au cours de la session qui sont liées à ce système. Nous allons voir ensemble, dans le fond, la question posée aujourd'hui, c'est ce que j'ai affiché à l'écran et pour ceux qui ne le voient pas à l'écran, là, j'ai écrit un code, un ordre, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne, là, cette expression-là, ça vient d'un monologue classique d'Yvon Deschamps, un humoriste, notre humoriste peut-être le plus célèbre au Québec, qui nous disait « Les unions, qu'est-ce que ça donne? Hein, les unions. » Lui, il parlait des syndicats à l'époque, là, mais c'est ce genre d'association-là. Là. Qu'est-ce que ça donne un ordre professionnel? Qu'est-ce que ça donne ce système-là? C'est quoi que ça donne un code des professions, un code de déontologie professionnelle? Ce sont les questions que nous allons aborder, du moins c'est ma ferme intention aujourd'hui. D'abord, la question principale, celle qui en ce moment, il faut absolument que ça soit maîtrisé, c'est quoi un système? C'est quoi le système professionnel? Donc, je le sais qu'avant ce cours, vos connaissances de ce système étaient limitées. Tiens, on va le dire comme ça pour rester poli. Mais vous vous dirigez vers ce système-là. Donc, bientôt, vous allez exercer une profession. La profession fait partie de ce système-là. Donc, vous devriez maintenant être capable de répondre à cette question, à quoi ça ressemble, les principaux organismes qui sont là-dedans, les principales institutions, les principales règles, les principaux codes. À quoi ça ressemble le système professionnel? Vous devriez être capable de le savoir, de le décrire. Non, votre ordre professionnel n'est pas un syndicat, hein, une union, là, comme disait Yvon Deschamps ou mes vieux oncles à moustache disaient ça aussi, des unions, au lieu de parler des syndicats. Non, votre ordre professionnel n'est pas un syndicat. Non, ce ne sont pas des organisations qui sont seulement là pour protéger là, les intérêts des membres pour négocier. Tiens, c'est un peu ça, un syndicat, là? Négocier avec l'employeur. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça, en plus. Mais vous pouvez surtout pas réduire le système professionnel à ça, puisque ce serait totalement, pas seulement incomplet, ce serait faux dans le cadre des ordres professionnels. Ils ne sont pas là, ça ne fait pas partie de leur fonction là, de négocier avec votre employeur vos conditions de travail. Un syndicat, peut-être, ça ferait partie notamment de ses fonctions, mais ce n'est pas les fonctions du système professionnel. Donc déjà, là, ne faites plus cette erreur. En fait, vous n'êtes pas les seuls à faire ce genre d'erreur. Avant ce cours, là, il y en a plusieurs d'entre vous que c'est quoi un ordre professionnel, c'est assez vague. Je vous rassure, là, vous n'êtes pas les seuls parce que avant d'arriver ici à l'université, avant d'avoir un cours qui ressemble au mien, vous faites partie de la population en général. Et la population en général, lorsqu'on leur demande, dans un sondage, tiens, j'ai cité un sondage là, dans ma présentation d'aujourd'hui, vous irez voir, c'est un article que j'ai puisé dans Le Devoir. Donc, le titre, l'article en question, c'est « Le rôle des ordres professionnels mal compris ». Donc, vous voyez un peu où ça s'en va. Disons que le titre donne de bons indices. Dans l'article en question, on cite un sondage qui nous rappelle que seulement 10% des individus savent que la mission des ordres professionnels, c'est de protéger le public. Donc, 10%. Donc, avant de commencer le cours, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'une personne sur 10, c'est vous, là. C'est peut-être ceux qui sont en ligne. En ce moment, j'en ai 200. Ça donne à peu près le bon pourcentage. Donc, vous êtes en classe en ce moment et vous saviez évidemment que c'était protéger le public. Mais pour le reste, les 90% restants, là, c'est non, eux, ils confondent tout ça. Ils ne le savent pas exactement. En fait, 45%
croit que le principal mandat de l'ordre des ordres professionnels, c'est de défendre les membres. Vous voyez un peu le chemin que nous devons parcourir ensemble dans ce cours, passer d'une compréhension qui était de 90% ne savait vraiment pas c'est quoi un ordre professionnel à arriver avec, j'imagine, 100% de mes étudiants qui sont capables de répondre à la question suivante. C'est quoi le mandat principal d'un ordre professionnel? Si vous ne répondez pas, protégez le public. On aura manqué le bateau cette année. Il me semble l'avoir dit au moins 152 fois. Je n'ai pas compté, il faudrait voir. Peut-être 153. faut voir. Peut-être même plus. Donc, le système professionnel en résumé, tiens, pour ceux qui l'auraient déjà oublié, ce sont, je dirais que c'est l'ensemble des lois, des règles, des normes, des structures sociales, des institutions que nous sommes créées pour baliser l'exercice et le rôle de certaines occupations que nous appelons professionnelles, c'est-à-dire certaines occupations comme arpenteur géomètre, ingénieur chimiste, là je nomme les professions qui sont concernées dans mon cours, agronome, ingénieur forestier, mais d'autres, médecins, avocats, notaires, des occupations donc dont la fonction sociale est balisée, elle est contrôlée. Parce qu'autrement, la sécurité publique serait compromise, pourrait être compromise, la santé publique pourrait être compromise, la paix sociale même pourrait être compromise, d'où l'idée de se donner un système pour baliser tout ça, se donner certaines règles, certaines limites. Donc, le système professionnel, c'est un peu tout ça. Donc, vous irez lire l'article en question. Ça s'appelle « Le rôle des ordres professionnels mal compris ». Si vous êtes audio en ce moment, faites une recherche dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber rapidement sur cet article. OK. Le système professionnel, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi la pertinence de tout ça? On va commencer par le critiquer. Tiens, laissons sortir le méchant. Il y en a plusieurs qui en ont à faire sortir ces temps-ci. Le système n'est pas parfait, loin de là. Je ne pense pas avoir prétendu le contraire. J'ai même formulé souvent des critiques à l'endroit de ce système. Donc, soyons critiques, résumons tout ça. Il y a quelques problèmes structurels dans ce système. Commençons par vos critiques, peut-être. Là, j'ai des étudiants en ligne en ce moment. Là. C'est quoi les principales critiques que vous pourriez adresser à votre système professionnel? J'attends vos réponses. Ça commence. Puis je dirais ça commence assez bien chargé. Que tu veux que je commence à lire ou je laisse continuer à écrire? On va y aller comme ça. Là. Donc, on va... on va commencer par... C'est-tu Élie qui disait... Oui. Élie Gingras, je ne comprends pas pourquoi les ordres sont censés monitorer le travail des professionnels quand les compagnies sont déjà responsables de leurs employés, mais qu'il n'y a aucune institution pour monitorer les pratiques des entreprises. On a souvent vu les mauvaises pratiques. Il y a des mauvaises pratiques qui étaient globalisées dans des entreprises au complet. Donc, ça me paraît contre-productif que l'attention soit sur le travail individuel. Eh bien, ça, c'est une critique que vous allez revoir dans les textes que vous allez lire aujourd'hui, dans ce module où on sort un petit peu la critique. Il y a des critiques qu'on peut adresser directement au système professionnel et il y a de plus en plus de critiques qui s'adressent directement à vos employeurs. Comment se fait-il? Parce que vous l'avez vu dans l'histoire du professionnalisme, ça a changé un peu notre façon de gérer la profession. Puis plusieurs d'entre vous, vous travaillez pour des firmes ou sinon des compagnies. Comment se fait-il que l'ordre professionnel ne peut pas, ou le système en question ne peut-il pas intervenir directement chez votre employeur pour aller auditer, regarder ce qui se fait, regarder comment s'exerce votre profession dans ce genre de contexte-là? Donc oui, Élie a tout à fait raison, une critique tout à fait intéressante.
Émilie qui nous dit « Pas d'ordre professionnel pour certains métiers qui en auraient besoin. Biochimie, microbiologie. » Donc, pour elle, c'est un ordre professionnel, ça devrait être. Donc, comme critique, on rappelle que d'autres occupations pourraient être encadrées. On pourrait penser aux informaticiens, informaticiennes, par exemple, qui pourraient être intégrés soit à des ordres professionnels existants ou créer carrément de nouveaux ordres professionnels. Ariana, l'absence de pouvoir des ordres professionnels pour assurer un contrôle des entreprises. Tiens, ça revient encore. Élie aussi qui reproche aussi aux ordres qu'ils ne sont pas adaptés à la réalité du travail actuel puisque la plupart des documents n'ont pas été mis à jour depuis 1973. Et 1973, on fait aussi, c'est un beau hasard, ou non, venant d'Élie, c'est sûrement pas un hasard. Ben, votre code de déontologie professionnelle aussi date de 1973. Lorsque vous le sentez un peu daté et poussiéreux, il faut voir dans quel contexte ça a été écrit, tout ça. Et on sait tous que c'est si facile à réécrire. Je faisais l'autre critique. Non, c'est pas facile à réécrire. On y reviendra là, pourquoi ça change très peu, c'est très stable tout ça, ce système-là. Samuel Carrier, pour renchérir sur la question d'Émilie, je me suis posé la question par rapport aux enseignants. Pourquoi ces derniers n'ont pas d'ordre professionnel malgré qu'ils sont en contact avec le public? Bonne question, Samuel. Pourquoi pas ajouter des enseignants? On le voit, ils ont un rôle envers la société. Ils ont très certainement la confiance et la responsabilité de nos enfants, de notre jeunesse. Pourquoi ne sont-ils pas mieux encadrés? Faut voir. Je sais que ça se fait en Ontario. Donc, récemment, d'ailleurs, je l'ai appris sur un de mes forums, d'ailleurs. Je savais pas que les enseignants étaient encadrés par un ordre professionnel en Ontario. Puis, je me rappelle plus quel étudiant m'a appris ça. Je lui ai donné, je lui ai signifié évidemment sur les forums, mais j'ai appris ça cette session. Je viens de l'apprendre en même temps que toi, parce que j'ai pas lu ce forum-là. On apprend, hein? On apprend. Mais il y a quand même des lois qui régissent aussi vraiment directement les enseignants, tranquillement. Ça dépend des niveaux. Oui, puis il faut voir, des fois, les lois sont suffisantes. Des fois, le cadre est suffisant. C'est un peu ça, la critique que je vous demande aujourd'hui. Défendre le système professionnel, mais être capable de le critiquer, c'est un système qui est là, vous pourriez continuer d'exercer votre profession sans ce système-là. Mais qu'est-ce qu'on y perdrait? Qu'est-ce qu'on y gagne? Je pense que c'est plus ça qu'il faut. C'est dans les nuances qu'il faut faire ça, puisque on le voit, les informaticiens, ils s'en sortent, ils s'en sortent pas mal. C'est peut-être pas un bon exemple. C'est peut-être pas un bon exemple parce qu'ils ont des problèmes assez importants en informatique. Mais on le voit que ça peut ajouter, il y a une plus-value, il y a quelque chose qui s'ajoute. Que nous dit Vanessa Richard? Tirailler entre la protection du public et la protection des pairs. On a l'impression que l'ordre vient de l'extérieur et qu'elle nous est imposée. Oui, ça, c'est une critique qu'on entend souvent à l'endroit des ordres professionnels. On a l'impression, ajoute-t-elle, que ça vient de l'extérieur. Or, on le voit, quand on connaît un peu l'histoire, c'est un système que vous êtes imposé. Éventuellement, il y a le législateur qui a pris le relais. Mais l'idée de base à l'époque, c'était vous-même de vous donner vous-même des règles pour assurer la protection du public. Jérôme Bergeron ajoute le problème en informatique, c'est que le domaine évolue trop vite pour qu'un ordre soit capable de suivre. Peut-être que ça évolue effectivement trop vite, mais il y en a plusieurs qui cherchent des solutions en ce moment. Si vous regardez les dépassements de coûts, j'en ai parlé dans certains enregistrements de cours, là, les dépassements de coûts là, qui sont de l'ordre de... pour les ingénieurs, à l'époque, c'était des dépassements de coûts de 30-35 %. On a fait une commission, la commission Charbonneau, puis on a trouvé toutes sortes de problèmes. En informatique, là, c'est des dépassements de coûts de l'ordre de 100 à 150 %. Puis souvent, sans produits livrés, là, l'exemple que je donnais en classe, c'est... Imaginez-vous, là, on veut faire construire un pont, puis on pense que le pont va coûter 1 million. Finalement, on a déjà dépensé 1 500 000, puis on regarde dehors, puis il n'y a pas de pont. Puis on tire
on tire la plug avant de perdre encore trop d'argent. Donc, en informatique, il y a des projets qui ressemblent à ça en ce moment. Donc, est-ce que l'ordre professionnel, un système professionnel, est-ce que ce serait nécessaire? Est-ce que c'est la solution? Peut-être pas. Mais je suis tout à fait ouvert à vos suggestions pour trouver des correctifs pour le système en question. Donc, on va continuer. Merci de vos contributions. Donc, le système, on le voit, là, loin d'être parfait. Critique, dans le chat, je ne l'ai pas vu, là, mais il y a des critiques. La critique, quand je pose cette question-là en classe, là, la première critique, c'est ça coûte trop cher, puis les cotisations professionnelles, puis c'est pas... je dirais que c'est pas la principale critique que vous pouvez adresser. C'en est une critique, mais pour qu'elle soit solide, il faut voir combien ça vous coûte et combien ça vaut. Ce qu'on vous donne comme service et ce qu'on donne comme service à la société, combien ça coûte faire rouler un ordre professionnel, quelles sont leurs tâches, quelles sont les différentes parties d'un ordre professionnel, puis combien doit-on payer pour avoir l'ensemble de ces services publics. Donc, peut-être que c'est une critique, mais je dirais que c'est pas la plus solide si vous comprenez à quoi ça sert tout ça, quelles sont les responsabilités et rôles du système. Vous verrez que ça vaut quelque chose. Et peut-être que ça coûte de l'argent, mais est-ce que c'est trop cher? Ce sera à vous d'évaluer. Mais c'est un système qui a des failles, qui a des fragilités. On en a parlé pendant le cours, évidemment. C'est un système qui est humain, donc qui est pensé par des humains pour des humains, pour encadrer des humains. Donc, évidemment, il y aura des failles dans tout ça. Le texte que je vous ai suggéré dans ce module, c'est un texte de Frankel, qui est Marc Frankel, qui est intitulé Professional Codes, Why, How and with What Impact. Donc, pourquoi et comment, quels sont les impacts de ce système professionnel. Ça a été publié dans The Journal of Business Ethics. Je vous en fais un résumé. Allons-y. Frankel identifie comme principale critique la première, le conservatisme. L'idée que c'est difficile de changer ce système. C'est un système qui est parfois lourd. Tu sais, Valérie, tout à l'heure, parlait de justement ces règles-là sont difficiles à changer. Justement, c'est lourd. La loi sur les ingénieurs, par exemple, on a tenté. Moi, ça fait plusieurs années que je suis l'évolution de ce système-là. Puis la loi sur les ingénieurs, ça faisait au moins 10 ans là, qu'on essayait que le con m'excluant, que le législateur essayait de la changer, de la remettre au goût du jour, même plus, je pense que c'était de l'ordre de 15 ans. Puis, il y avait plusieurs projets de refonte avant tout ça. Donc, ça a été tabletté, retassé, remis au goût du jour. Et après, je dirais, quasiment 30 ans de propositions de refonte. On y est arrivé, là. Donc, récemment, la loi sur les ingénieurs, il y a eu quelques modifications qui ont été adaptées. Là, entre autres, il y a plein de champs d'application, d'exercice de la profession d'ingénieur, entre autres, qui n'existaient pas en 1973, là, vous l'imaginez bien. On avait même proposé d'intégrer l'informatique à cette nouvelle loi sur les ingénieurs et tout ce volet-là a été mis de côté. Donc, pour ceux et celles qui se disaient, c'est simple, on a juste à prendre le domaine informatique puis l'intégrer avec génie logiciel puis tout ça, pourquoi pas, là, ça ferait partie de l'ordre des ingénieurs et ça serait balisé et contrôlé de cette façon-là, non. C'est-à-dire que si ça a pris 30 ans et plusieurs projets de réforme pour arriver à ça et abroger cet article-là ou ce projet de refonte-là à la toute fin, gageons qu'on en a encore pour quelques années, sinon peut-être quelques dizaines d'années avant que le système intègre le domaine de l'informatique. Donc, ces changements, vous le voyez, là, ils sont lents. Imaginez-vous, moi, c'est toujours l'exemple que j'ai en tête, là, c'est imaginez-vous un paquebot, un Evergreen, pour reprendre cet exemple à la mode, là,
Si vous voulez le faire dévier de sa course, là, c'est compliqué. Hein? Ça peut prendre, même lorsqu'il n'est pas dans un canal aussi étroit, là, en pleine mer, pour le faire changer de direction, c'est compliqué, c'est long, ça demande beaucoup d'énergie. On peut le faire dévier un peu de sa course, mais pour le faire changer fort, là, ça prend vraiment de l'énergie et des efforts colossaux. Si vous voulez faire demi-tour, bonne chance. Donc, c'est un peu le problème. C'est ça. On l'a vu avec l'Evergreen. L'Evergreen dans le canal de Suez, là, c'est des grosses patentes. Puis, lorsque ça s'échoue, là, c'est vraiment compliqué. Le système, vous le voyez, là, c'est la même chose pour le système professionnel. Très lent, structurellement très lourd, mais stable. Mais ça, on y reviendra un peu dans les avantages, c'est-à-dire que la fonction stabilisatrice a ses avantages. On va en reparler un peu plus tard. Mais pour le reste, ben, c'est lourd, il y a une force d'inertie importante, peut-être nécessaire, il faudra voir, mais pour ceux et celles qui souhaitent améliorer, bonifier, changer le système en place, c'est lourd, c'est compliqué. Donc, c'est la première critique qu'on pourrait adresser à ce système. Conservatisme, lourd. Donc, c'est la première critique. Deuxième critique, intellectualisme. Intellectualisme, c'est le système en place. Il passionne souvent davantage les profs et les comme moi, là, ou les juristes, peut-être même les membres des ordres professionnels. Ça nous passionne. Mais ça intéresse peu et ça passionne peu les principaux destinataires de ces codes. Et là, je parle de vous. Hein? C'est-à-dire les ingénieurs se sentent souvent et les professionnels se sentent souvent peu interpellés par les enjeux pratiques et professionnels liés au système professionnel. Donc ça, c'est un des problèmes. Mais moi et mes amis juristes, on aime ça. Puis, à la fin, c'est un peu dommage parce que les principaux destinataires, les principaux créateurs et acteurs du système, c'est vous ou ce sera bientôt vous. Et malheureusement, ce système vous intéresse trop peu. Il vous intéresse peut-être un peu en ce moment et vous serez à votre apogée en ce moment. Parce que, empiriquement, ce qu'on voit, c'est que vous vous désintéressez souvent des enjeux qui sont liés à l'exercice ou au sens de votre profession. Donc, il y a sûrement des exceptions parmi vous, mais typiquement, ce qu'on voit, c'est un peu ça. C'est un système qui est pensé et qui passionne un peu trop les intellectuels du domaine. Troisième critique que nous dit Frankel. Frankel nous dit, votre système est intéressant, mais il y a le risque du corporatisme ou de la solidarité à outrance ou de la protection des pairs au copinage. Ici, c'est la pensée de groupe à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on est solidaire. Solidaire, je veux bien, mais il y a aussi des abus, des errances qui peuvent être observés dans certains groupes que sont les ordres professionnels. Donc, on l'a vu dans le cours, là, plusieurs groupes ont tendance à développer des problèmes typiques à la pensée de groupe. Et vous allez reconnaître plusieurs ordres professionnels. Isolement, accroissement des barrières, étanchéité progressive du groupe, parfois une certaine complaisance, un stéréotype à l'égard d'autrui. Tiens, si on reprend les critères qu'on a vus dans les derniers cours, stéréotypes à l'égard d'autrui, on le voit souvent à certains ordres, là, on dirait qu'il y a seulement eux qui sont capables de définir ou de comprendre c'est quoi un professionnel, mettant parfois à l'écart certains de leurs membres qui ont peut-être des apports un peu plus critiques. Manque d'apport externe, je l'ai fait souvent là, quand on va donner des conférences, c'est passionnant de voir ça. Tu arrives avec des apports externes, puis moi j'arrive avec mes critiques aussi, mais tu sais, c'est souvent mal reçu, on est sur la défensive, alors que, non, l'apport que je vous donne, là, c'est justement que je ne suis pas dans votre groupe, j'ai un regard qui est peut-être dérangeant, mais externe, c'est peut-être la force de ce que je propose.
Renforcement du conformisme, uniformisation par les gardes, là, on l'a vu dans nos derniers cours. Typiquement, les ordres professionnels, ben, pas tous les ordres professionnels, mais c'est un risque vers lequel pointe Frankel, risque de s'isoler, risque de défendre parfois les membres du groupe au détriment des idéaux du groupe. Donc, on l'a vu avec la commission Charbonneau, entre autres, là, où un ordre se met à défendre des professionnels alors que ces professionnels-là contredisent les valeurs mêmes de leur ordre professionnel. Je dirais que c'est un écueil pas seulement pour les ordres professionnels, mais pour n'importe quel groupe, même les mieux intentionnés. Corporatisme, pensée de groupe, solidarité à outrance, copinage. C'est ce que Frankel regroupe là, sous la désignation corporatisme. 4e critique, policiarisation. Donc, on pourrait dire aussi judiciarisation. C'est-à-dire que le contrôle de la profession, le contrôle de l'exercice de la profession, c'est une fonction importante dans les ordres professionnels, mais malheureusement, des fois par manque de moyens ou manque de ressources, les ordres vont souvent se résumer ou se tapir ou se réfugier derrière cette seule fonction qui est celle de surveiller et sanctionner. C'est peut-être ce qui est le plus triste, je dirais, lorsqu'on connaît bien l'histoire du professionnalisme. Il y a tant de choses à faire avec un ordre professionnel, puis de les voir en manque de moyens, manque de ressources, se concentrer sur cette seule fonction, c'est toujours un peu triste à voir. Donc, les membres, parfois, ont l'impression que leur ordre n'est qu'un organisme qui les surveille et qui sanctionne, et parfois, ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que parfois, leur ordre finit par ressembler un peu à ça. Ce qui est à des milles de l'identité professionnelle qu'on souhaite, que nous avons vu, me semble-t-il, dans ce cours. Il y a tant à faire, pourquoi se contenter que du rôle du policier ou du juge, tiens, pour le dire autrement. Donc, policiarisation, c'est notre 4e critique. Et dernière critique, perte d'autonomie, asservissement, ce serait peut-être une autre façon de le nommer. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans certains ordres professionnels, c'est que le cumul des erreurs, des errances, tiens, pour le dire autrement, de certains membres de votre ordre se traduit par, vous le voyez, là, un resserrement des contraintes, un resserrement ou une multiplication des normes, des lois, des règles, quand vous avez l'impression que votre domaine, c'est donc bien compliqué, puis c'est donc normé, puis il y a des normes, puis il y a des règles pour tout. Pourquoi? Justement, hein, je dirais que c'est le résultat de l'histoire. On tente de colmater les brèches, puis à la fin, on se retrouve avec un bagage de lois, de normes, de règles qui peut quand même être important. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en matière de perte d'autonomie, on voit certains ordres professionnels qui ne sont plus capables d'exercer leur rôle en bonne et due forme. On l'a vu avec l'Ordre des ingénieurs du Québec, entre autres, il y a quelques années, où pendant quelques années, l'Ordre des ingénieurs a été, et ça suivait la commission Charbonneau, a été mis sous tutelle, c'est-à-dire que l'Ordre n'avait plus aucun pouvoir sur ses activités ou ses membres, c'est-à-dire que le grand chef, tout à coup, c'était des membres désignés par le législateur. Donc ça, ils s'en sont sortis de cette période-là, mais ce n'est pas une période glorieuse de leur histoire. Là. Dans l'histoire du professionnalisme ou de cet ordre, je ne suis pas sûr que ce chapitre-là va être mis en lumière ou en exergue. Donc, on le voit aussi quand on connaît bien l'histoire du professionnalisme, d'un groupe qui se définissait lui-même, par lui-même, pour lui-même, qui définissait ses propres idéaux et valeurs. Ce qu'on a vu progressivement dans l'histoire, c'est un système où les ordres, les membres perdent de plus en plus de contrôle. C'est de plus en plus juridique, politique même. Et ce faisant, vous perdez beaucoup de liberté. Hein? Une notion, là, on l'a vu dans le cours sur le jugement, perdant de la liberté, vous perdez aussi de l'exercice de ce qu'on appelle le jugement professionnel.
Autrement dit, quand vous arrivez face à un dilemme éthique, il y a de moins en moins la possibilité pour vous de vous servir de votre propre jugement. Du moins lorsqu'on se met dans la perspective de votre ordre professionnel. Pour eux, ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez faire. C'est la réponse attendue, c'est ce qui est normé, c'est ce qui est dans le code. Donc, l'exercice du jugement en tant que tel du professionnel libre, capable de décider, en tenant compte évidemment des règles, mais quelle est la bonne décision à prendre? Bien, il y a de moins en moins de place pour l'exercice de ce jugement professionnel libre et autonome. Donc, perte d'autonomie, c'est la 5e critique. 5 failles, ce sont celles notamment identifiées par Frankel. Donc, conservatisme, intellectualisme, corporatisme, policiarisation, asservissement et perte d'autonomie. Il y en a d'autres. Dans le cours, là, vous avez bien suivi le cours, vous en avez peut-être identifié quelques autres. L'effritement, entre autres, de l'identité professionnelle, l'effritement de la responsabilité professionnelle, j'en ai parlé. La perte de sens, qui est une autre critique que j'ai adressée pendant le cours. Dans le texte de Cynthia Duclos, que je vous ai donné à lire dans ce module, il y a une critique là, dont elle fait mention, entre autres, l'apparence d'ambivalence entre la protection du public et la défense des professionnels. Ça avait été mentionné dans le chat. L'absence, tiens, ça revient au commentaire d'Élie, l'absence de surveillance et de contrôle des firmes de professionnels. Donc, l'absence de surveillance de ces firmes. Comment se fait-il encore aujourd'hui que l'endroit même où ces professionnels exercent leur profession, il y a peu d'intervention, il y a peu de pouvoir pour intervenir directement, ne serait-ce que pour aller faire des audits, aller voir à quoi ressemble l'exercice. Est-ce qu'ils sont toujours en position de pouvoir pour exercer leur profession? Au contraire, sont-ils réduits à des rôles d'employés sans possibilité même de contester l'autorité en place? Donc, ça fait partie des critiques adressées notamment par Cynthia Duclos dans le 2e texte que je vous ai donné à lire dans ce module. OK. Le côté clair de la force maintenant. Quelles sont les principales raisons pour justifier l'existence d'un système professionnel au Québec? Tiens, je vais laisser le chat réagir. Quelles sont les raisons pour justifier l'existence du système professionnel? Vous devriez être pas pire, là, maintenant. Vous avez vu à quoi ressemble le système, quelles sont ses fonctions, quelles sont ces fonctions qui se sont historiquement incrustées dans ce système. C'était quoi les intentions derrière tout ça? Donc, quelles sont les principales raisons pour justifier l'existence du système professionnel au Québec? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Oui. Bon, je vais le dire le plus facile. Il y a Sean qui a déjà écrit « Protéger le public ». Au cas où vous auriez l'envie de l'écrire aussi. Protéger le public. Bon, oui. Bien, il faut que ça soit efficace. Il faut que le système en place serve efficacement à protéger le public. Mais disons, l'intention est claire et maintenant bien saisie et comprise par Sean. Merci. Il y a certaines réponses. Là, j'aime ça quand le chat a de la misère à fournir puisque tout le monde écrit en même temps. Ariadna, l'encadrement juridique des ordres professionnels qui ont pour fonction de contrôler l'exercice des professions au Québec et augmente la confiance du public envers la profession. C'est ce qui est souhaité. Oui, il y a aussi l'uniformisation de la formation, selon Vanessa Richard. Uniformisation, oui, de la formation, tout à fait. C'est un des apports intéressants. On veut que vous soyez formés, mais on veut quand même quelqu'un pour nous assurer que vous êtes efficacement formé ou qu'il y a des standards à atteindre. Puis il y a Arnaud Dorval-Leblanc qui écrit « L'abus de certains participants à la profession ». Je suppose que c'est pour contrer l'abus de certains participants, donc judiciariser, parallèlement, punir, contrôler. Probablement. Je sous-entendais ici. Là. Peut-être. Il y a Élie aussi, une opinion très forte là-dessus. Je pense qu'une refonte
une réforme complète du système professionnel est de mise. La commission Charbonneau a bien montré les inefficacités et problèmes de ce système. C'est Merci. difficile, hein? Merci, Élie. Donc oui, une refonte, mais vous le voyez, le système, là, il est bien incrusté, bien judiciarisé, bien normé. Donc pour refondre en substance, là, comme vous le prétendez, va falloir être patient. Hein. C'est-à-dire qu'en attendant, on peut faire des modifications satellites peut-être ou mineures, mais avant de refondre en substance, ça risque de prendre des années. Excusez mon soupir qui signifiait, j'imaginais cette refonte, comment ça se faisait doucement et... Lentement, mais sûrement. Pour François Lemay, pour des métiers spécialisés, la reconnaissance d'une faute est mieux détectée par les pairs qu'un service de police. Ben, c'est intéressant. C'est-à-dire que la surveillance des pairs, ce qui est intéressant, c'est que les pairs peuvent détecter un problème avant même qu'il ne soit criminel ou de l'ordre du judiciaire. Hein, il y a plusieurs des fautes ou légers manquements lorsqu'un de vos pairs s'éloigne juste un peu des standards de qualité. Ça peut être un père qui lui rappelle sans nécessairement qu'il ne se fasse sanctionner. Donc, cette surveillance des pairs-là, elle est intéressante pour ça. Hein? Agir avant même que les gestes posés soient de l'ordre du sanctionnable. Ricardo nous dit contrôler la compétence et l'intégrité de ses membres. Donc oui, le rôle de ces ordres professionnels-là, contrôler la compétence, sanctionner au besoin, exiger des formations supplémentaires. Samuel, s'assurer qu'il n'y ait pas de charlatans qui s'auto-proclament membres d'un ordre professionnel. Bien, si on l'a vu historiquement, c'est un ajout intéressant. Hein, qu'un médecin qu'un charlatan puisse pas dire je suis médecin, viens chez moi, je vais te faire un traitement à choc. Ben ça, typiquement, le système professionnel, il est là pour nous protéger aussi de ceux et celles qui se pensent. Il y en a là, qui réussissent à se former dans leur sous-sol. Je pense aux informaticiens qui nous disent souvent ça. Bien, effectivement, il y en a plusieurs qui sont très compétents, parfois même plus compétents que ceux-là qui passent à travers les universités. Le problème, c'est qu'il n'y a personne en place pour valider qu'ils sont compétents. Donc, ils sont souvent seuls à se dire compétents. Ça prend des pairs pour valider votre compétence. Donc, le système, là, il peut aussi servir à ça, valider que votre formation est bonne et que vos compétences sont effectivement excellentes. Et si tu me permets d'ajouter aussi, le système permet ça, mais aussi, même si on se forme tout seul dans son sol, ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'on va avoir les plus grandes réflexions éthiques sur ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est parfait, des fois, de se faire un peu encadrer de ce côté-là. Ben, de sortir un peu de sa solitude, ça sert à avoir une critique externe. C'est pas juste les groupes, là, mais l'isolement, ça sert aussi à ça. Mais je dirais que même pour ceux qui se forment dans leur sous-sol, les enjeux éthiques, si on prend les informaticiens, sont souvent très renseignés là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher, sont sollicités, peut-être pas par les universités, mais ils vont se trouver de l'information sur le net à quelque part. Ils connaissent bien les enjeux. Mais avoir cette validation, moi je dirais externe, de personnes comme vous, qui à la limite, qui se sont formées comme vous dans leur sous-sol, ça serait intéressant d'avoir ce retour-là. Vanessa Richard, ça pourrait également servir à sanctionner les comportements qui s'éloignent et qui pourraient faire en sorte de perdre la confiance du public. Donc, oui, ça fait partie des fonctions, s'assurer d'aller rattraper les brebis égarées et de sanctionner les fautifs, évidemment. OK, on en a quelques-uns. Merci d'avoir participé dans le chat. Allons voir ce que Frankel nous dit, lui. Frankel, lui, il a sa défense. Il y a 8 arguments ou 8 raisons pour justifier, sinon pour défendre le système professionnel, celui qu'on a vu dans le cours. Donc, 8 raisons. On va y aller rondement. Ces 8 raisons. Première raison citée par Frankel, l'idée d'un ancrage moral. Donc, à quoi sert un ordre professionnel? C'est d'abord à ça. Vous donner un code moral commun. Hein? Pas
Seulement, chacun a ses petites règles morales, son code moral, puis à la fin, bon, on a l'impression qu'on ne se trompe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un guide moral commun, d'en débattre, mais de s'assurer que les activités des pairs soient coordonnées, soient guidées vers des idéaux qui sont communs. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième, citée par Frankel, évaluation et contrôle du public. Ben oui, un système professionnel, c'est intéressant. Ça donne le pouvoir au public de formuler à votre endroit des attentes et de formuler même des plaintes envers vous. Mais il faut vous mettre à leur place. C'est-à-dire que on va vous demander de construire des ponts, de concevoir des vaccins. Disons que les attentes sont élevées. Puis les risques sont immenses, évidemment. Puis le public a besoin d'avoir un certain pouvoir sur vous, un peu de contrôle. Hein, ne serait-ce que vous adresser des plaintes, vous adresser à un organisme qui, lui, s'assure que les membres sont compétents, s'assure qu'à quelque part, il y ait au moins une personne qui est imputable. Si ça tourne mal, le public est rassuré, et ça aussi, ça sert le lien de confiance. Il y a à quelque part quelqu'un qui est imputable, qui prend le mérite, mais qui peut aussi prendre le blâme le cas échéant. Troisième défense du système professionnel, Frankel nous dit, un ordre professionnel, ça peut aussi servir à socialiser les pairs. Hein, un réseau social, au sens propre ici, là, va vous permettre d'interagir avec vos pairs, de rester en lien avec vos pairs. Vous allez travailler tout un chacun pour un employeur, éventuellement séparé. Il n'y a plus rien, sinon votre formation universitaire qui va vous unir. Et ajoutons à ça un ordre professionnel pour créer, maintenir ces liens entre pairs. Ça peut être un lieu physique, mais souvent, c'est plutôt un lieu virtuel. Un ordre, c'est un peu ça pour éventuellement partager des valeurs, partager des expertises, évidemment, des expériences, partager avec un regard ou des pairs qui sont externes à votre lieu de travail, ne serait-ce que pour leur demander, vous, dans votre compagnie, vous faites-vous ça comme ça ou vous faites-vous ça comme ça? Nous autres, on fait ça comme ça. C'est comme ça qu'il faudrait que ça se fasse. Donc, ce genre de discussion-là. Donc, un lieu pour débattre, discuter de l'éthos, de vos habitudes éthiques, donc des comportements moraux attendus, le même genre de discussion. Vous, faites-vous ça? Ou nous autres, on fait ça. C'est correct. Puis là, on ne veut pas trop se faire juger, on veut se faire aider, critiquer peut-être par nos pairs qui connaissent bien la réalité d'exercice de la profession. Donc, socialisation des pairs, troisième fonction. Frankel ajoute à ça accroissement de la confiance du public et de la réputation de la profession. Donc, ça, c'est un des arguments importants, s'assurer de faire croître ce public ou la maintenir, cette confiance du public. Donc, le système professionnel assure généralement au public que les membres vont poser des gestes qui sont généralement en concordance avec les règles, les valeurs du système professionnel, qui sont concordantes avec le code de déontologie notamment. Puis, cette confiance-là est nécessaire. Imaginez, par exemple, et ça, la question mérite d'être posée, imaginez un monde où le public perd confiance envers ses professionnels. On a vu la confiance s'effriter. Dans le temps de la commission Charbonneau, là, on n'était pas loin de 50 %. Aujourd'hui, on est quasiment de retour à 80 % pour les ingénieurs. Mais ça a chuté pas loin de 50 % là, de confiance. Imaginez cette confiance-là si elle disparaît ou si les gestes posés sont tellement graves ou fréquents qu'on perd totalement confiance. Il ne resterait plus grand-chose, là. Un monde dans lequel on perd, disons que on étend ça plus qu'au génie, science et génie en général. Imaginez un monde où on perd confiance en la science et le génie parce que ce monde-là est corrompu puis ils font à peu près tout et n'importe quoi. Que resterait-il? Je pense que le contexte de
de la pandémie illustre bien cela. Là. On l'a vu avec les fake news, la désinformation. Imaginez un monde où la science n'est plus digne de confiance. Puis là, on se met à révéler là, que les scientifiques aussi, les ingénieurs, tout ce beau monde-là ont toutes sortes de comportements navrants. Puis le public se met à perdre confiance envers ces acteurs-là des sciences et du génie. Ça serait pas joli. D'ailleurs, je le disais dans mon dernier podcast là, avec... j'ai rencontré Rémi Quirion, puis je le disais d'ailleurs à Olivier Bernard aussi. La science, c'est notre dernier rempart. Hein? Si ça lâche, on l'a vu là, avec la pandémie, là, on cherche une information solide. Tout le monde se met à critiquer, dire n'importe quoi sur la vaccination, l'hésitation vaccinale, le virus en tant que tel, ce que ça fait. Si la science s'effondre, il ne reste plus grand-chose là, pour soutenir le débat public. Donc, accroître cette confiance-là entre les acteurs des sciences et du génie et le public. Donc, accroître cette confiance-là, c'est une bonne chose. Mais ne pas perdre cette confiance, ça, c'est un impératif. C'est nécessaire dans ce système. Cinquième défense par Frankl, préserver les valeurs de la communauté de pairs. Hein, tout à l'heure, on disait, le système, il est lourd, mais cette lourdeur, elle a une fonction. Et cette fonction, c'est une fonction qui est stabilisatrice. C'est-à-dire que le système protège certaines valeurs contre certaines interventions indues des différentes formes d'autorité. Là, ici, on pense à, l'autorité politique, sociale, religieuse à une certaine époque. Je dirais que c'est la force des normes. Hein. Pour ceux et celles qui se plaignent toujours, les normes, les lois, c'est compliqué, c'est lourd, ça ne change pas. Ils ont raison, il y a une lourdeur. Puis, effectivement, ça crée des problèmes lorsqu'on doit réformer des lois, des normes. Mais il ne faut pas oublier la force de ces normes, de ces lois. C'est leur force stabilisatrice. Hein, lorsqu'on se donne des statuts organisationnels où on se crée des chartes, par exemple, ou une constitution, tiens. Ça, voilà un document qui stabilise une société. Hein, ça crée une forme d'indépendance, pour ne pas faire un jeu de mots, indépendance sociale. La société va changer, évidemment, mais les normes, les lois, les constitutions, les statuts, eux, restent. Hein, la société, c'est-à-dire qu'une fois que c'est consigné dans des textes de loi, là, la société perd de son emprise sur ce qui a été consigné dans ses lois, ses normes, ses chartes. C'est frustrant hein, pour la société moderne, là, comme nous, là, on veut changer les lois, les règles. Voyons, c'est dépassé. Mais c'est dépassé, puis effectivement, souvent, il faut les changer. Mais parfois, il faut aussi faire confiance en la sagesse, si on va le dire, peut-être, de nos prédécesseurs. Donc, le code de déontologie, là, le code de l'Ordre des ingénieurs, par exemple, oui, il est poussiéreux, mais il a une certaine fonction stabilisatrice. On le voit en ce moment là, avec le système économique, je dirais, actuel. Le rôle des professionnels a changé, on l'a vu. Votre rôle, vous êtes beaucoup plus proche de votre employeur, vous avez un salaire, vous leur devez allégeance parce que vous avez un contrat de travail, vous avez un rôle même économique maintenant. Vous devez faire rouler ces business-là. Souvent, vous avez des postes de cadre même. Donc, vous leur devez allégeance, mais vous êtes aussi assujetti à un code de déontologie professionnelle, puis les principes d'indépendance et de service et de protection du public qui sont consignés dans ces codes sont toujours là, sont inscrits au cœur de votre ordre professionnel. Vous êtes maintenant des employés, mais vous n'êtes pas que des employés. Vous êtes des acteurs économiques, évidemment, mais on ne peut pas vous réduire à ce rôle. Vous avez d'autres obligations et ces obligations-là
sont stagnantes, consignées dans des textes de loi, des codes qui, eux, sont stables et qui dépassent un peu les contraintes et le contexte actuel. Donc, vous êtes aussi des professionnels et vous avez un code de déontologie professionnelle à respecter. Même si ce code-là date de 1973. Donc voilà, ça fait partie de la fonction stabilisatrice. Autre raison donnée par Frankel pour justifier qu'est-ce que ça donne, code de déontologie professionnelle, un système professionnel. Et Frankel vous dit, ce système vous permet de révéler des comportements problématiques et de sanctionner peut-être plus aisément les manquements. Donc oui, avoir un code clair où les règles sont claires et explicites, ben ça permet parfois de sanctionner plus aisément des comportements où on aura démontré que la personne en question s'est vraiment éloignée de telle règle qui, elle, est consignée dans tel code et tel code est régi de telle façon qu'il y a une telle sanction qui est prévue. Donc tout ça, ça règle, je dirais, ça rend le système plus efficace. Vous mentez, par exemple, falsification de données ou fraude, tiens, pour les plus créatifs, ben boum, sanction. C'est marqué dans votre code. Vous ne pouvez pas falsifier des données. Vous ne pouvez pas torturer à ce point-là le principe ou la valeur de vérité qui, elle aussi, est inscrite dans votre code. Autre comportement, vous faites perdre un contrat, je ne sais pas, à un client sans raison. Vous étiez en conflit d'intérêts, tiens. Puis, vous avez décidé de privilégier vos intérêts personnels. Puis, vous avez fait perdre un contrat important à un client. Ben, boum, il va y avoir plusieurs sanctions. Le client qui a perdu le contrat peut vous poursuivre en droit civil. Ça se réglera en droit civil. Et si votre ordre professionnel est au courant de tout ça, ben boum, il y a des sanctions. Vous étiez en conflit d'intérêts. Vous ne devriez pas être en conflit d'intérêts. Vous devriez le gérer plus prudemment. Puis boum, il y a des sanctions qui sont liées à ça. Donc, la 6e fonction citée par Frankel, révéler et sanctionner les manquements. Sans code, ça se fait. Mais avec un code, c'est plus explicite, c'est plus simple et ça permet de résoudre ce genre de conflit de cette façon-là. 7e raison pour Frankel, le système professionnel permet d'accroître la solidarité et le soutien des pairs. Hein? Solidarité. Comme dit Valérie et mon syndicat. Oui, parce que malheureusement, tu peux pas te lever. Solidarité, hein? Même si là, en même temps, ça contredit un peu ce que je disais là, au début, c'est-à-dire que votre ordre professionnel n'est pas un syndicat, mais ce qui ne veut pas dire que votre ordre professionnel ne peut pas aussi servir le nombre ou servir à une certaine solidarité entre pairs. Ici, les pairs, ce n'est pas des travailleurs, ce sont des professionnels. Donc, il y a des fonctions qui peuvent être similaires. Et ce qui est similaire ici, c'est l'utilisation de la force du nombre. Hein? Vous êtes nombreux, la communauté de pairs, là, la force du nombre pour vous défendre. Contre qui? Ben, contre les institutions, contre certains individus en position de pouvoir, des collègues, contre certains clients, certaines industries, je sais pas, pouvoir politique, économique, mais vous n'êtes plus seul. Hein? Vous ferez partie d'un ordre professionnel. Pour l'ordre des ingénieurs, je ne sais jamais les chiffres exactement, mais c'est plus de 60 000 membres. Ben, c'est ça. C'est solidarité, soutien des pairs, c'est 60 000 membres et plus qui sont derrière vous. Il faut que ça sache, puis il faut que ça serve de contre-pouvoir. Hein. Faut peut-être le rappeler, là, un des gestes, peut-être le geste le plus difficile que vous allez poser dans l'exercice de votre profession, c'est de justement parfois sacrifier votre propre intérêt personnel au bénéfice de la santé, sécurité publique, la paix sociale. Donc, ça sera difficile, mais vous n'êtes pas seul. OK? Et si c'est le cas, on est dans l'embarras.
Hein, pensez à, tiens, un clin d'œil à Karen Duhamel, tiens, pour faire un rappel sur cette première histoire-là que je vous ai racontée dans ce cours. Karen Duhamel, rappelons-le, qui, elle, se tournait vers son ordre professionnel pour obtenir soutien, aide, solidarité de 60 000 membres et plus, et qui n'a rien reçu. Hein? Lorsque votre ordre professionnel ne vous donne plus cette solidarité des pairs ou cette force du nombre, ben, il faut que ça change. Il faut que ça s'ajuste. Et c'est ce que l'Ordre des ingénieurs, notamment, a fait, parce que ça fait aussi partie des fonctions de ces ordres professionnels-là. Vous n'êtes plus seul. C'est difficile. Vous êtes souvent isolé, mais vous restez un professionnel et vous n'êtes plus seul et vous devez avoir le soutien et l'aide de votre ordre professionnel et de votre groupe. 8e et dernière raison pour justifier l'existence du code, toujours par Frankel, résolution des conflits entre pairs. Donc oui, un ordre professionnel, ça permet de résoudre plusieurs problèmes, mais à l'intérieur. Des problèmes internes, ça a été mentionné plus tôt là, dans le chat. Ah, ça se peut qu'il y ait des problèmes entre deux professionnels, des fois, le problème peut se résoudre entre professionnels. Ils ont un code, ils ont des règles, ils savent quels sont les comportements attendus et ils peuvent demander des correctifs à un pair. Un ordre professionnel, ça peut aussi servir de lieu pour résoudre des conflits entre pairs. Ça se peut que vous n'ayez pas, que les pairs ne s'entendent pas sur la définition de ce qu'est un conflit d'intérêts, par exemple. Pour reprendre cet exemple-là, justement, ils pourront se rencontrer, ils pourront partir, ils pourront consulter leur ordre professionnel pour savoir c'est quoi un conflit d'intérêts, puis est-ce que leur situation est un conflit d'intérêts, puis quelles sont les façons de gérer prudemment ce genre de conflit. Au lieu de tout de suite là, écrire à Radio-Canada là, que mon collègue est en conflit d'intérêts, on va essayer de résoudre ça à l'interne. Ça fait partie de la façon qu'est pensée la structure. Parce que des conflits entre pairs, il y en aura. Hein? Ce sont parfois des façons différentes de comprendre la profession. On le voit dans les forums de discussion. Vous ne vous entendez pas toujours sur ce qu'est la profession. Parfois sur l'interprétation de certaines normes, certaines règles. Parfois sur l'évaluation de certains risques. Vous jugez un risque moins grave qu'un autre professionnel. Vous interprétez le sens d'une valeur différemment d'un autre. Puis ça prend un lieu pour résoudre ces, on dit conflits, mais c'est plutôt des doutes. Hein, des doutes des certitudes de l'autre et de vos certitudes. Hein, vous doutez et c'est bien. Comme vos pairs, vous doutez. Puis, souvent, le dialogue, c'est une façon de résoudre cette part d'incertitude. Puis, un ordre professionnel peut servir de lieu pour résoudre ce genre de conflit ou de tension entre pairs. Donc, 8 raisons pour justifier l'existence d'un code. Il y a de bonnes raisons pour défendre ce système. Il y en a au moins 8, nous dit Frankel. Je vous invite à les réviser, à aller voir l'enregistrement de cours aussi pour voir comment je le décris dans ce cours. Combien de ces fonctions sont réellement promues par votre ordre professionnel? 1, 2, 6, 8. Il faut voir. Faites vos recherches, comme disait l'autre. Qu'allez-vous faire pour enrichir ce système dans lequel vous ferez bientôt vos premiers pas? On le voit là, idéalement, ça pourrait servir à tout ça. Mais il faut voir à quoi ressemble votre ordre professionnel en ce moment, combien ça vous coûte vos cotisations et qu'est-ce que vous avez en retour. Ce système professionnel, vous le voyez, malgré ses failles et critiques, a des fonctions importantes. En gros, tiens, si je me permets de les résumer en 3 grands thèmes. Inspirer, c'est-à-dire votre ordre professionnel devrait vous inspirer. Exercer un leadership éthique, moral, donner sens à votre profession, inspirer l'aide, inspirer
des valeurs, s'inspirer plutôt des valeurs importantes que sont l'honnêteté, vérité, ce sont toujours les mêmes, là, humilité, connaissance, gratuité, désintéressement plutôt. Célébrer ceux qui incarnent ces valeurs, on le voit des fois là, dans des revues spécialisées pour tel ordre professionnel. On va donner des portraits, voici tel personnage important. Ça fait partie de leur profession. Là. Vous rappelez quelles sont vos valeurs, qui incarne ces valeurs. Deuxième fonction, éduquer. Ben oui, ça a été mentionné dans le chat un peu plus tôt. Vous vous assurez que vous ayez les compétences et la formation minimale et continue. Tiens, il y a des organismes ici au Canada, je pense au BCAPG, que vous connaissez peut-être maintenant, qui s'assurent que chaque programme en sciences et génie, ici c'est plutôt pour les programmes en génie, qui va valider que chaque programme vous permet d'atteindre 12 qualités. Puis ces 12 qualités-là sont les qualités promues par les ingénieurs ici au Canada. Donc tout ça, là, c'est un système qui est bien en place pour nous assurer que la formation qu'on vous donne est satisfaisante, minimalement satisfaisante. Évidemment, il y a des compétences, de l'expérience terrain qu'on ne peut pas vous donner à l'université, mais il y a un minimum requis, ne serait-ce qu'en théorie, de vous donner une certaine partie de la connaissance. Et troisième fonction, réguler, évidemment, c'est-à-dire créer des lois, refondre des lois, créer des lois qui vous ressemblent, qui défendent vos valeurs, les idéaux, qui créent des institutions qui défendent ces lois, ces normes, ces codes, parce que ces codes sont au service de vos valeurs. Donc, il y a quelque chose de circulaire ici, là, mais qui sont là pour sanctionner au besoin lorsque certains de vos pairs s'éloignent un peu trop de ces codes, ces règles. Donc, ce sont les trois grands mouvements: inspirer, donner du sens, éduquer, formation, connaissance, et réguler, loi, règles, codes, sanctions, surveillance. Ça fait partie des trois grandes fonctions du système professionnel. Voilà, ça fait le tour de ce dernier module. Les objectifs de ce module: identifier les forces de ce système professionnel. Bon, on le fait ensemble, je le referai pas. Identifier les failles et limites du système professionnel. On le fait ensemble. Proposer des solutions pour répondre à ces failles et limites. Ben là, ici, les solutions sont assez simples. Revoir les forces et promouvoir ces forces. Revoir les failles et limites et corriger ces failles et limites. OK? On n'ira pas plus loin que ça. Et proposer des sanctions. Ouais. Fait m'étouffer avec une gorgée de café. OK. Proposer des solutions pour enrichir un système qui a encore beaucoup à faire, on va le dire comme ça, et un système là, qui doit accomplir beaucoup de choses s'il souhaite remplir pleinement sa mission sociale, ici notamment au Québec. Attention, la semaine prochaine, je l'ai déjà annoncé en entame, la semaine prochaine, il y aura un caout. Donc, c'est un caout de révision récapitulatif. Donc, affûtez vos couleurs rouge, bleu, vert et jaune. Je pense que c'est ça, je suis daltonien, mais je suis sûr que ça ressemble à ça. Merci Valérie. Donc, assurez-vous que votre étude soit suffisamment avancée parce que c'est récapitulatif. Ça vous permettra non seulement d'évaluer vos acquis, mais aussi de peut-être, qui sait, gagner le caout. Et on teste ça la semaine prochaine. Conclusion aussi la semaine prochaine. Donc, soyez-y pour un dernier café. On se fera officiellement nos adieux. Puis, larmes, tristesse, évidemment, au rendez-vous. Voilà, pendant que votre TP2 sera remis tranquillement. Tranquillement, voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là à chaque semaine. Merci d'être là. Vous étiez plus de 30 en ce moment en ligne. Merci d'être là à chaque semaine. Merci Valérie de m'avoir accompagné. Salutations à ton petit garçon. Oui, merci. Merci à tout le monde.
Et on se revoit la semaine prochaine. Donc, dernier café. Soyez là. Et d'ici là, prenez soin de vos proches et prenez soin de vous. Allez, bye-bye. Cette semaine, l'indice est BCAPG. L'indice cette semaine, c'est une suite de 5 lettres. BCAPG. Puis je vous encourage en même temps à faire une recherche pour voir qu'est-ce que le BCAPG. Allez, bye bye.